Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Dev Café. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon week-end et j'imagine que peut-être même certains parmi vous en ont profité pour se déconnecter. Alors rassurez-vous, je vous promets qu'en 10 minutes vous allez connaître tout autour de l'actualité du développement. Bon, en tout cas une grande partie parce que bon, ce serait difficile quand même que ce soit vraiment tout. Et juste pour vous donner un petit aperçu, il va être question d'Android et d'iOS et même aussi de plusieurs sujets autour de l'IA ou encore de PyPy qui va renforcer sa sécurité. Mais avant, je tenais à m'excuser pour vendredi où l'épisode est arrivé très en retard. Mais c'était pas une blague, il y a bien eu juste dans mon immeuble une coupure d'électricité, et pour ceux que ça intéresse, je vous expliquerai à la fin de la vidéo les différentes péripéties parce que vous allez voir qu'il y en a eu quelques-unes. Allez, je vous en dis pas plus parce que je vous ai promis que ça devait tenir en 10 minutes, et pour ça c'est sûr et certain ce sera bien le cas, et donc on commence tout de suite cette nouvelle semaine de Dev Café. Et quoi de mieux pour commencer cet épisode en évoquant une nouveauté toute simple mais qui apportera une grande plus-value aux utilisateurs. Ça a été annoncé en fin de semaine dernière par Google et désormais sur tous les téléphones et tablettes qui sont à minima sur Android 7, si une application a le lien à cracher alors qu'elle est au premier plan et qu'une mise à jour existe sur le Google Play, et bien plutôt que d'afficher la célèbre pop-up de crash, et bien les Play Services y proposeront d'installer la mise à jour à la place. L'avantage c'est qu'il n'y a absolument rien à faire car ce seront les Play Services qui géreront tout ça. Et comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de dépenser des millions dans des fonctionnalités qui sont finalement toutes simples et utiles à tous. Vu qu'on a commencé à évoquer Android, la première bêta pour Android Studio Giraffe est aussi disponible. Pour ce qui est des nouveautés, il sera possible d'éditer les composables en temps réel autant sur les émulateurs que sur les terminaux connectés, idem sur l'aperçu des animations qui s'améliorera encore un tout petit peu plus. Giraffe permettra aussi de tester la fameuse nouvelle interface graphique d'IntelliJ ou encore d'avoir les outils pour tester l'API d'inflexion grammaticale, et pour rappel c'est ce qui permettra sur Android 14 de faire la distinction entre le masculin et le féminin, et je vous avais fait une vidéo à ce sujet que je vous ai bien sûr mis dans le petit i si toutefois vous ne l'aviez pas vu. Il y a encore plein d'autres nouveautés, mais vu que ma boule de cristal est complètement cassée sur les dates de sortie des nouvelles versions d'Android Studio, je me permets plus de faire de remarques à ce sujet. D'ailleurs, si on est à Giraffe en bêta et qu'à l'heure actuelle on a Flamingo en stable, ça fait donc F puis G, et je sais que vous mourrez d'impatience à savoir qu'est-ce qui correspond à la lettre H, et ce sera tout simplement Hedgehog comme l'a découvert notre ami Dylan. Alors si toutefois votre anglais a ses limites, ça veut tout simplement dire hérisson, ou alors peut-être qu'on pourrait appeler ça la version Sonic d'Android Studio, parce que peut-être qui sait, il y aura enfin des temps de build ultra rapides. Bon ok, là-dessus je rêve peut-être un peu trop. On reste sur le mobile, mais on passe chez le concurrent, à savoir Apple, et la semaine dernière je vous avais dit attention, je vous parle d'une rumeur, donc forcément à prendre avec les pincettes. Et en l'occurrence, il était question qu'iOS 17 puisse permettre le sideloading, c'est-à-dire l'installation des applications à la main en passant en dehors de l'App Store. Alors la rumeur reste bien fondée, et de toute manière on sait que le Digital Market Act va forcer Apple à le faire, donc je prenais finalement pas beaucoup de risques en vous en parlant. Mais a priori, Apple, fidèle à son image, va faire le strict minimum, à savoir qu'il y aura du sideloading sur iOS 17, certes, mais uniquement là où la loi l'obligera à le faire. Ce sera donc le cas des pays de l'Union Européenne, mais pas aux US par exemple. Et comme qui dirait, eh bien pas bravo Apple, mais bon, si je me fais un peu l'avocat du diable, il y a certains développeurs iOS qui ne sont pas si pour le sideloading et ils préfèrent en revanche les boutiques tierces. Tout simplement parce que les boutiques, elles permettent d'assurer un certain niveau de sécurité, et on voit d'ailleurs que Google galère pas mal à sécuriser Android à cause de ça. Bref, rendez-vous le 5 juin pour la fameuse WWDC. Maintenant qu'on a vu à la fois Android et iOS, on va se placer au-dessus avec AWS Amplify qui pour rappel est la solution de backend as a service d'Amazon. Ils ont annoncé en fin de semaine dernière le support des notifications en push pour tous les projets Android que ce soit en Java ou en Kotlin, sur iOS mais uniquement en Swift ou alors en Flutter et en React Native. L'idée est que vous pouvez faire communiquer les différentes briques d'AWS et notamment Pinpoint qui vous permettra de cibler les utilisateurs que vous souhaitez, et pour être honnête, j'ai pas vraiment testé, mais en regardant rapidement l'implémentation, ça a l'air d'être le classique sur iOS. Par contre, sur Android, vous allez devoir mettre en place un projet FCM et par-dessus AWS, autant dire qu'il faut vraiment vouloir l'aspect gestion des utilisateurs pour mettre tout ça en place. Par contre, il faut reconnaître que la doc a l'air assez claire sur le sujet. Sans vraiment de transition maintenant, mais sur un sujet qui reste autour du mobile, dans des précédents numéros de Dev Café, je vous avais parlé de PinDuoDuo. Alors pour le réexpliquer très vite, c'est une application de type AliExpress qui s'est faite virer de l'App Store et du Google Play car elle exploitait des failles de sécurité dans les OS pour soit obtenir des données auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès, soit même pouvoir installer des applications sans que l'utilisateur n'ait à valider quoi que ce soit. PinDuoDuo c'est donc fini en tant que tel, mais cette appli chinoise, elle fait partie d'un groupe qui détient aussi Temu. Et cette appli y ressemble beaucoup sur l'aspect vente, mais elle ne s'est jamais fait épingler pour les problèmes de PinDuoDuo. Par contre, des insiders chinois avaient indiqué que les anciens de PinDuoDuo avaient migré sur Temu.
Et bon, si mon introduction fait 3 plombes, c'est tout simplement pour vous dire que l'application Temu est arrivée en Europe depuis le début du mois, comme en Allemagne, en France ou en Espagne. Alors je veux pas dénigrer la plateforme, mais bon, je préfère quand même vous prévenir que c'est peut-être pas une super bonne idée d'installer les applications mobiles. Bon après, vous faites bien sûr ce que vous voulez, mais au moins vous êtes au courant. Allez, vu qu'on est à peu près vers le milieu de la vidéo et qu'on en a fini avec le mobile, je vois d'ailleurs qu'au fond de la salle, ils sont aussi discrets que des éléphants en jouant à Fortnite. Bon, on va essayer de les réveiller par les actus en bref. On commence par des mauvaises nouvelles, non pas pour des licenciements, mais plutôt suite à des annonces d'augmentation. Dans notre cas, l'application Sketch va voir sa licence annuelle passer de 99 à 120 $ à partir du 19 mai. Pour ce qui est de Hooper, un des assembleurs de code pour Mac et Linux, il passe de 19 à 45 $, et enfin Kaleidoscope, qui avait un modèle basé sur un achat unique, va passer à un abonnement avec une belle augmentation au passage. Si vous n'avez pas les moyens pour financer ces applications, alors pourquoi ne pas devenir CEO? En tout cas, le W3C est à l'heure actuelle à la recherche d'une personne expérimentée qui touchera un salaire compris entre 200 000 et 300 000 $, ce qui devrait normalement être suffisant pour financer les 2-3 babioles cités précédemment. En revanche, du côté de chez Google, on se serre la ceinture car la société avait pour projet de lancer un méga campus de plus de 300 000 m², mais le projet serait en pause probablement définitivement car avec un coût estimé à 19 milliards $, il est certain qu'il y avait une économie à faire. Mais sinon, pourquoi ne pas faire de la publicité? Eh bien, chez Twitter, une augmentation déguisée se cache derrière le fait que seuls les comptes disposant du badge bleu payant pourront désormais dépenser leur argent. Et à être dans les actualités totalement invraisemblables, la personne qui s'occupe de Rust for JavaScript Developers a reçu un beau courrier de la part d'Oracle pour lui dire que le nom JavaScript enfreignait un copyright. Eh bien, on marche sur la tête. On reprend et vendredi, je vous indiquais qu'Ubuntu 23.04 était disponible et que principalement 2 nouveautés étaient au rendez-vous, le retrait du binaire pour Flatpak et le nouvel installateur graphique en Flutter. Et à ce sujet, je voulais vous donner 2 liens pour aller un tout petit peu plus loin. Déjà pour Flatpak, qui est un gestionnaire de paquets que beaucoup de distributions Linux ont adopté, mais donc pas Ubuntu, ils ont maintenant un site web qui montre le contenu de leur store. Et le second lien, c'est un article de Canonical qui explique les changements qu'ils ont fait sur l'installateur. Alors bon, c'est plutôt avec une vision utilisateur, mais bon, c'est quand même super intéressant de voir pourquoi ils ont fait certains choix. Pour rappel, les 2 liens, ils sont comme d'habitude dans la partie description. On poursuit, et avant que je vous parle des nouveautés sur l'IA, très souvent, et même trop souvent en fait, je vous indique qu'il y a des problèmes sur les gestionnaires de paquets comme PyPy ou NPM. Ça peut être soit au niveau des failles de sécurité, soit du spam. Et PyPy a annoncé à la fin de la semaine dernière qu'ils allaient mettre en place ce qu'ils appellent des Trusted Publishers. Alors sur le papier, on se dit « Ah chouette, ils vont enfin lutter contre les problèmes que je vous avais indiqués avant ». Et la réponse, eh bien c'est non. Pas du tout, car c'est tout simplement que pour publier des applications, il ne faut plus passer par le couple utilisateur-mot de passe, mais par OpenID. Et en plus, ça ne concerne que la GitHub Action. Bref, si vous espériez pouvoir installer des packages les yeux fermés, et bien comme je dis, c'est pas touché, pas coulé. Et enfin, place aux nouveautés sur l'IA, et je vais commencer par Google car il y a plusieurs sujets. Et pour la faire simple, chez Google, on a vu jusqu'à présent qu'il y avait énormément de recherches dans le domaine, mais que très souvent, ça s'arrêtait là. Et la situation est d'autant plus ubuesque qu'en 2014, ils avaient racheté la société DeepMind qui continue à vivre indépendamment. Dit autrement, il y avait des chercheurs chez Google dans ce qu'ils appellent la Brain Team, et en parallèle, il y en avait d'autres chez DeepMind. Et la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, en 2023, DeepMind va fusionner pour donner ce qu'ils appellent désormais Google DeepMind. C'est donc, comme je vous l'ai dit, une très bonne nouvelle, mais il ne faut pas s'attendre non plus à une révolution du jour au lendemain. Ensuite, l'autre information chez Google, c'est que le concurrent au fameux nouveau Bing, ou plutôt le Bing qui intègre le chat GPT-like si vous préférez, eh bien ça s'appelle Bard. Pour le moment, c'est en accès limité et uniquement aux États-Unis, et je vous avais dit que j'avais testé et que c'était pas foufou non plus en termes de réponses données, et d'ailleurs en interne, beaucoup de Googlers ne souhaitaient pas que le produit sorte en tant que tel. Mais ce n'est pas pour cette raison que je voulais vous parler de Bard, mais plutôt parce que Bard est allé à l'école et a appris à coder. Selon l'article d'annonce, il saurait utiliser 20 langages, mais il n'en cite que certains, à savoir le C++, le Go, le Java et JavaScript, le Python, et enfin le TypeScript. Au niveau des fonctionnalités, on peut lui demander soit de générer du code, soit de trouver des erreurs, soit même d'expliquer du code, et il utilise peut-être d'ailleurs la fameuse méthode d'autodebug que je vous parlais l'autre jour. Malheureusement, et comme je vous l'ai dit, ça reste limité à la bêta fermée et aux US. Mais par contre, je vais vous partager mon avis, et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que je suis à côté de la plaque ou pas. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est la roadmap de Flutter, où ils disent qu'ils aimeraient utiliser du machine learning ou des outils no-code pour aider à la conception des interfaces. Et d'une manière générale, vu qu'ils viennent d'annoncer ça pour Bard, est-ce qu'on n'aurait pas ici le GitHub Copilot de Google? Est-ce qu'ils ne l'intégrerait pas à Android Studio par exemple? Car on sait que la Google I.O. est dans un peu plus de 2 semaines et le timing est assez parfait, en tout cas, je sais pas, vous trouvez pas?
Bon, comme je vous l'ai dit, c'est juste une supposition et je suis peut-être totalement à côté de la plaque, donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quand même, avant de finir l'émission, Stack Overflow a annoncé qu'à l'image de Reddit, ils allaient faire payer l'accès aux outils qui s'en servent de base d'apprentissage pour les IA. Il est question ici d'une compensation, mais vu qu'on sait que le trafic de Stack Overflow baisse, c'est peut-être un bon choix pour en effet essayer de compenser. Et voilà, c'était donc tout pour ce numéro de DevCafé. Là-dessus, vous connaissez ma chanson, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. Mais bon, je vous ai dit en intro que j'allais vous raconter l'histoire de l'épisode de vendredi, et vu que les 10 minutes sont passées, eh bien vous pouvez vous arrêter ici, sinon vous pouvez désormais l'écouter. En gros, pour vous expliquer, faire un DevCafé, ça me prend à peu près 4 heures, et jeudi soir, après avoir tourné la vidéo, fait toutes les étapes un peu chiantes comme les titres, les miniatures et la partie en bref, je me suis dit, allez, tu peux dormir 5 minutes, tu finiras après, comme le dit l'expression en fait, tu es large. Sauf que bon, vous connaissez le truc, les 5 minutes se sont transformées en heures, et tout à coup, j'entends mon onduleur se mettre à hurler, et il est genre 4h30 du matin. Sauf que l'onduleur, s'il est pas content, c'est qu'en effet, il n'y a plus du tout de courant chez moi. Par chance, ça a évité que mon Mac s'éteigne, mais la batterie a été plus clairement suffisante pour que je puisse finir le montage, surtout pour de la vidéo parce que ça consomme beaucoup. Et là, je regarde dans la rue et tous les immeubles autour, ils sont allumés. Pareil pour les lampadaires. Alors à ce moment-là, je me dis que ça sent pas bon du tout et que je suis dans le caca, car il y a de fortes chances pour que le temps que tout se remette en ordre, ça va mettre beaucoup de temps. Malgré tout, bon, j'attends quand même un tout petit peu, mais bon, forcément, rien de mieux se passe. Et je me dis alors que la seule solution, c'est qu'il faut que j'aille ailleurs, mais il faut que j'ai une prise électrique sans avoir l'air d'un idiot, et tout ça à 6h du matin. Et là, j'ai un éclair de génie, et je me dis que les bureaux d'OpenFootFacts, dont j'ai les clés, ils répondent à tout ça. Du coup, je prends mon Mac Studio sous le bras en espérant pas me le faire voler, et me voilà en quête de finir le montage. Bon après, je vous zappe l'étape du métro, et quand j'arrive devant la porte, je tape mon code de d'habitude, et là, rien du tout. J'aurais essayé quelques fois, et pareil. Et je vois, bah voilà, c'est pas bon du tout. Je regarde vite fait sur Slack, pas de message de changement de code. Et là, vu que c'est 6h du mat, je me dis que c'est mal barré pour que je puisse rentrer en même temps que quelqu'un d'autre, et donc là, eh bien, grosse blasitude. Mais là, à ce moment-là, mon cerveau il tique, et en fait, le bâtiment il a plusieurs entrées, et je me dis que de toute manière, bah, j'ai rien à perdre. Je fais alors le tour, et là, par magie, il y a un homme de ménage, d'ailleurs je sais pas trop si ça se dit, mais bon, vous comprenez. Bon, et là, ni vu ni connu, j'essaye de rentrer, et bon, finalement, bah, le temps de m'installer, de faire le montage qui suffisait de finir, et bah, vous avez eu la vidéo à 8h30. Bref, je suis vraiment désolé, j'aurais jamais pensé vous donner l'excuse de ne pas avoir d'électricité, mais si, c'était bien ça. Très clairement, il n'y avait rien de grave, mais bon, c'est justement pour vous dire que DevCafé, peu importe les conditions, vous en aurez désormais toujours. Allez, sur ce, eh bien, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, car en plus, cette semaine, il y a Android Makers à la fin de la semaine. Mais sur ce, eh bien, je vous dis à demain, en espérant que votre journée, elle soit moins rocambolesque que la mienne de vendredi.